Donc ce soir, je vous présente Amélie Ferrigno qui nous a écrit un très beau texte sur Raphaël et la Fornarina. Donc Amélie a choisi de travailler sur le portrait de la Fornarina et son texte va interroger l'identité du modèle de la Fornarina, qui est souvent attribuée à Margherita Luti, qui était la maîtresse supposée de Raphaël. Mais ce qui m'a plu quand j'ai rencontré Amélie, c'est qu'elle avait une hypothèse alternative. Elle contestait un petit peu cette interprétation. Et donc, son texte, elle va nous expliquer que finalement, la Fornarina, ce n'est peut-être pas la maîtresse de Raphaël, ce n'est peut-être pas Margherita Luti, mais une autre femme. Et elle va utiliser tous les éléments du tableau, les bijoux, le fond, la végétation, pour soutenir son hypothèse. Et je crois qu'en plus, elle est de plus en plus reprise par des historiens de l'art. Oui. Bonsoir et merci de votre présence. Et donc oui, ça fait presque 20 ans que je travaille sur Raphaël et un peu plus de 15 ans sur la Fornarina. Je me suis passionnée très tôt pour Raphaël. C'était vraiment un coup de cœur que j'ai eu étant adolescente. Et puis après, je n'avais pas prévu de faire des études d'italien, de me spécialiser dans l'histoire de l'art de la Renaissance italienne, mais ça a été mon chemin et inévitablement, j'ai voulu re-rencontrer Raphaël et je me suis mise à travailler sur lui et en particulier sur la période romaine de Raphaël. Donc je suis devenue spécialiste de la période romaine de Raphaël à travers les commandes d'Agostino Chigi. Donc j'ai fait ma thèse sur Agostino Chigi, sur le mécénat d'Agostino Chigi. En fait, Agostino Chigi, c'est un des principaux mécènes de Raphaël à Rome. C'est un personnage très important à ce moment-là. Donc on est au début du XVIe siècle à Rome, parce que c'est le banquier du pape. C'est un marchand banquier très puissant, c'est un conseiller du pape Jules II, puis Léon X. Il travaillait aussi avant au service d'Alexandre Borgia. Donc on a un personnage là d'envergure et important dans le paysage économique romain. Et en plus, il s'est lancé aussi dans le mécénat en voulant construire et décorer sa belle villa aujourd'hui, donc la Villa Farnesina à Rome, qu'on visite dans le quartier du Trastevere. Et donc moi, je suis tombée amoureuse d'une fresque de Raphaël, le Triomphe de Galatée, donc qui se trouve à la Villa Farnesina. Et de là, voilà, tout est parti de là. Et je n'ai plus jamais quitté Agostino Chigi et Raphaël. Ma thèse de doctorat traitait du mécénat d'Agostino Chigi dans sa globalité, c'est-à-dire le mécénat artistique, mais aussi le mécénat éditorial, parce qu'il a beaucoup soutenu la fondation d'imprimerie, etc., à ce moment-là à Rome. Et j'avais besoin d'éléments aussi sur sa vie privée. Donc j'étais à la recherche d'images, de portraits. Il était très ami de Raphaël et je trouvais ça curieux que Raphaël, qui était le plus grand portraitiste de son temps, n'ait pas fait de portrait d'Agostino Chigi ni de son épouse, alors qu'il avait décoré la loge, donc une des plus belles loges de la Villa Farnesina, la loge de Psyché, à l'occasion du mariage, de son mariage donc avec Francesca Ordeaschi. Et je trouvais ça très curieux. Donc je me suis mise à observer toute la période romaine de Raphaël, tous les portraits que Raphaël peint en Rome, parce qu'il en peint énormément en Rome. Et j'étais à la recherche d'indices, et je me suis mise à observer la Fornarina. Donc évidemment, je savais qu'elle est traditionnellement identifiée à Margherita Luti, la supposée maîtresse de Raphaël. Et en étudiant le portrait, je me suis aperçue que finalement cette thèse-là ne collait pas à 100% avec la biographie de Raphaël, mais qu'il y avait d'étranges points de similitude avec la biographie, la vie de l'épouse d'Agostino Chigi, Francesca Ordeaschi. Et là, j'ai commencé vraiment à travailler sur cette nouvelle hypothèse d'identification, parce que le tableau est chargé de plein d'indices
en fait, qui donnent des éléments d'identification du modèle. Donc je peux... Oui, oui, oui. Donc vous voyez la ceux qui ont le livre, ouvrez, regardez le premier rabat. Vous voyez, donc elle est très dévêtue. Et surtout, elle porte des bijoux. Et ces bijoux sont très importants. Donc vous savez qu'à la Renaissance, tout est très codifié. Les vêtements que l'on porte, accessoires, bijoux, etc. Alors le premier bijou qu'on remarque, c'est le pendentif qui est agrafé sur son turban. Et ce pendentif-là, porté en couvre-chef, a une signification bien particulière. Lorsqu'il est porté en couvre-chef par une femme, il signifie que la jeune femme en question est parvenue à une ascension sociale grâce au mariage. Donc, on a déjà quelques éléments sur l'identification de ce modèle. Le deuxième bijou, alors là, il faut me croire, parce qu'on ne le voit pas très bien sur la reproduction, mais elle porte une bague. Et ce n'est pas une simple bague, c'est une alliance. Elle le porte à l'annulaire gauche. Oui. Donc c'est le doigt du mariage, c'est une alliance. Donc il s'agit d'une femme mariée. Quand on observe aussi le tableau, on voit qu'elle pose devant un bosquet à la nuit tombante. Et il y a des études botaniques qui ont été faites pour identifier tout le feuillage. Donc il y a des feuilles de cognacier, de myrte. Et tout ce feuillage en fait a une connotation très symbolique autour du mariage, de la fertilité, de l'union conjugale, etc. Donc on est bien dans les codes du tableau nuptial. Mais Raphaël ne s'est jamais marié. Raphaël ne s'est jamais marié, ni avec sa fameuse maîtresse Margherita Luti, ni avec personne d'autre. Donc déjà, je trouvais ça un peu curieux. Un historien romain avait, au début du XXe siècle, donc, fait des études plus précises sur la bague, donc l'alliance qu'elle porte, et avait commencé à évoquer aussi l'hypothèse qu'au milieu de la bague, en fait, était sertie d'une étoile. Et je trouve que l'étoile, c'est aussi le symbole de l'écusson Kiji. Donc tout ça, voilà, des éléments. Et puis, l'autre élément important, c'est la date d'exécution du portrait. Raphaël commence à travailler sur ce portrait en 1518. Il n'est pas achevé à sa mort, donc il meurt brutalement le 6 avril 1520 et il laisse quantité de commandes inachevées, donc, puisque rien ne laissait présager sa mort. Il est mort très jeune, à l'âge de 37 ans, d'une façon un peu brutale. Donc le portrait n'est pas achevé à sa mort et j'ai commencé à observer ce qui se passait dans la carrière de Raphaël en 1518. Pour qui il travaillait, qu'est-ce qu'il faisait, voilà. Donc 1518, à ce moment-là, Raphaël c'est déjà un peintre très important parce qu'il est devenu peintre officiel du Vatican. C'est lui qui est en charge des commandes du pape, donc pour la décoration des appartements privés du pape, les chambres de Raphaël, les stanze, donc qu'on visite au Vatican. Mais il n'y a pas que ça, il est aussi architecte de Saint-Pierre, il est aussi chargé de la décoration des appartements du cardinal Bibbiena et il est aussi chargé des décorations de la loge de son ami à la villa, donc aujourd'hui Villa Farnesina, parce que depuis elle a été rachetée par les Farnèse. Mais donc la fameuse loge de Psyché de la villa d'Agostino Chigi. Et là, j'ai aussi compris que le tableau, le portrait de la Fornarina, est exécuté tout de suite après cette commande donc, de la loge de Psyché pour Agostino Chigi. Et cette loge, elle est très importante aussi pour comprendre le lien qu'il y a entre la Fornarina et Agostino Chigi. Parce que Agostino Chigi commande à son ami la décoration de cette loge, donc la loge de Psyché. Donc vous connaissez certainement la légende de Cupidon et Psyché, qui raconte donc l'histoire de ce dieu qui tombe amoureux d'une mortelle et donc la Psyché, donc qui était très très belle. Et donc tous les hommes tombaient amoureux d'elle et Vénus était très jalouse de Psyché. Donc elle ordonne à son fils Cupidon d'aller la piquer d'une de ses flèches pour qu'elle tombe amoureuse donc, de l'homme le plus misérable qui soit. Mais lorsque Cupidon se présente devant Psyché, il tombe amoureux d'elle. Donc
il enlève et ils s'unissent. Mais la contrepartie, donc, c'est qu'il lui fait promettre de ne jamais essayer de découvrir son visage, qui il est. Et une nuit, donc, Psyché cède à la tentation, elle allume une lampe, elle fait tomber une goutte d'huile sur le corps de Cupidon qui se réveille et qui disparaît. Et là, elle est désemparée, donc elle va voir Vénus. Et Vénus est folle de rage, puisque ce n'est pas du tout ce qui était prévu. Donc elle lui impose une série d'épreuves. Cupidon, de son côté aussi, est très malheureux, donc il décide d'aller voir Jupiter. Et Jupiter réunit dans une assemblée donc, tous les dieux de l'Olympe. C'est le conseil des dieux pour discuter du sort de Psyché. Donc Psyché va devenir divinité, elle va avoir de belles ailes de papillon, elle va pouvoir, ils vont pouvoir officialiser leur union. C'est donc le banquet des dieux, c'est le repas de noces donc, de Psyché et Cupidon. Donc c'est les deux scènes finales du mythe et les deux scènes que peint Raphaël sur le plafond de la loge de Psyché. Et évidemment, cette légende fait directement référence à l'histoire d'Agostino Chigi et de son épouse. Parce qu'Agostino Chigi tombe amoureux de Francesca Ordeaschi, qui est une jeune Vénitienne, qui est d'une condition sociale inférieure à la sienne et qui n'avait pas, en quelque sorte, le droit d'épouser. Mais il va quand même le faire. Il va imposer son union avec Francesca Ordeaschi à l'élite romaine. Il va inviter tout le gratin de Rome, cardinaux, marchands, riches marchands, donc à une de ces somptueuses fêtes. Mais ce jour-là, il ne s'agit pas d'une fête ordinaire, il s'agit de son mariage. Et il impose de cette façon-là son mariage avec Francesca Ordeaschi. Et voilà. Mais évidemment, le mariage est scandaleux, il ne plaît pas. De la même façon que les fresques de Raphaël ne plaisent pas, ne sont pas au goût de tout le monde donc, dans cette fameuse loge. Pourquoi ? Parce qu'il représente donc ces divinités et surtout les nus féminins de façon très réaliste. Il fait un travail exceptionnel pour rendre la chair très réaliste. Il y a une sensualité que l'on ne connaissait pas, donc on n'avait pas encore vu chez Raphaël. Et ça choque un peu. Il y a donc même quelqu'un qui dit que c'est une chose indigne du maître. Parce que Raphaël, avant d'arriver à Rome, c'est surtout le peintre des Madones, c'est le peintre de la grâce. C'est Raffaello il Grazioso. On a l'habitude de voir une certaine grâce féminine dans la peinture de Raphaël qu'on ne retrouve pas du tout dans la loge de Chigi et qu'on ne retrouve pas non plus dans ce portrait. La Fornarina, pareil, est un portrait donc, féminin, c'est le seul portrait féminin nu de Raphaël. Et c'est un portrait qui déplaît énormément, qui choque aussi beaucoup. On ne comprend pas pourquoi le peintre peint de cette manière, dans un style très réaliste, cru. On la trouve pas belle, on la trouve vulgaire, elle est trop provocante, elle est choquante. Donc on ne comprend pas pourquoi il se met à peindre de cette façon-là. Et quand on regarde les nus féminins de la loge Chigi, de la loge de Psyché, eh bien on se rend compte que cette attention portée sur la chair, sur la peau, sur cette performance qu'il réalise à rendre cette chair presque palpable, on la retrouve aussi dans la loge de Psyché. La loge de Psyché est exécutée en 1516 et terminée en 1518, juste avant le mariage, 1519. Donc vous voyez que le portrait de la Fornarina se situe tout de suite après. Donc il y a vraiment une continuité entre la manière de peindre ces divinités nues dans la loge et le portrait de la Fornarina. Donc l'hypothèse, oui. ce serait que cette Fornarina ne serait pas Margherita Luti, oui, mais Francesca Ordeaschi. Et donc là, on ne dévoile pas le secret de la Fornarina en disant ça, parce que je commence le roman par la fin. Donc on sait déjà tout ce qui se passe, voilà comment ça finit. Et surtout, le roman est écrit à la première personne. C'est-à-dire que je voulais que ce soit elle, le modèle, qui nous parle et qui nous raconte son histoire, qui nous raconte pourquoi elle s'est retrouvée à poser de cette manière-là, dévêtue, de manière aussi choquante. On comprend
pas bien le tableau parce que Raphaël brouille un peu les pistes. C'est un tableau nuptial, mais qui ne correspond pas au code du tableau nuptial. Donc, on ne comprend pas. Et je voulais qu'elle nous explique pourquoi elle a posé de cette façon-là devant Raphaël et pourquoi Raphaël se met à peindre la femme de quelqu'un d'autre de cette façon-là. Agostino Chigi, c'est un homme très puissant, c'est un redoutable homme d'affaires qui ne laisse pas trop de place à ses concurrents. Donc, il agace beaucoup et il a beaucoup d'ennemis. Et Raphaël, c'est un peu la même chose. Et ça, c'est intéressant parce que dans notre vision, quand on a Raphaël donc à l'esprit, on le situe voilà, avec Léonard de Vinci, Michel-Ange, et on a trois grandes personnalités. Donc Léonard de Vinci, c'est plutôt l'artiste savant, l'inventeur, etc. Michel-Ange, c'est le sculpteur un peu ténébreux, colérique, cette puissance, cette force qu'on retrouve donc aussi bien dans sa peinture que dans ses sculptures. Et à côté, on a Raphaël, le peintre de la grâce, le peintre aimable, aimé donc de tout le monde, avec ses vierges, ses visions de la Vierge, et toute presque une mythologie, une légende de Raphaël qui se construit surtout au XIXe siècle, mais qui est fausse. Donc, Raphaël, en réalité, c'est un vrai entrepreneur. C'est-à-dire qu'il arrive à Rome à l'âge de 25 ans. Il arrive à détrôner toute une troupe d'artistes qui étaient déjà engagés auprès de Jules II pour les décorations donc, du Vatican. Et quand Raphaël arrive, il arrive à obtenir donc, la commande des chambres et à avoir carte blanche. Donc il obtient cette commande qui est une commande extrêmement importante pour le pape et pour redonner une nouvelle image donc, de l'Église de la chrétienté. Et c'est un véritable exploit et ça interroge aussi encore de savoir comment le pape arrive à confier une commande aussi importante pour lui, puisque dans ses chambres, Raphaël est censé illustrer le nouveau programme politique et spirituel du pape. Donc, c'est quand même très important. Et il confie donc cette commande importante à un jeune peintre qui n'a pas vraiment l'expérience de la fresque. Il n'a pas beaucoup peint de fresques. Et puis qui vient d'arriver à Rome, donc il n'a encore rien produit. Et pourtant, voilà, Raphaël se montre à la hauteur et capable donc d'assumer des commandes très prestigieuses, très importantes pour le Vatican. Donc il a aussi beaucoup d'ennemis, beaucoup de rivalités, des clans aussi entre les ateliers d'artistes, entre par exemple Michel-Ange. Vous savez que Michel-Ange détestait Raphaël, justement pour sa capacité à se faire apprécier des mécènes, dont le pape. Voilà, donc il y a beaucoup de concurrence. Ces deux personnages qui sont très doués dans leurs domaines respectifs et qui agacent beaucoup parce qu'ils réussissent tout. Ils arrivent à obtenir tout ce qu'ils veulent. Et ils ont une vie privée aussi qui est en dehors des convenances. Et donc ils s'autorisent tous les deux, aussi bien Agostino Chigi que Raphaël, d'avoir ces liaisons. Raphaël aussi devient un peu gênant parce qu'il se met à peindre ce qu'il observe à Rome. C'est déjà un peintre très religieux, donc il a fait voilà, beaucoup... il est très présent dans l'iconographie donc religieuse, mais à Rome, il est surtout au contact de l'Antiquité. C'est le moment des grandes fouilles. Donc il est aussi nommé préfet des Antiquités. C'est lui qui va répertorier, inventorier tout ce qui va être déterré du sol romain. Et il est absolument passionné, fasciné par cet art, par le langage iconographique des anciens, par la statuaire. Il va énormément s'en inspirer. Et son grand projet, c'était de faire ressusciter la Rome impériale. Il travaillait donc sur un plan de la Rome impériale et qui n'a malheureusement pas abouti parce qu'il est mort brutalement, donc sans pouvoir achever ses travaux. Mais donc il est passionné par l'Antiquité, par ce langage des anciens, par ces philosophies. Et ça commence aussi à devenir gênant parce qu'il commence à peindre des vierges comme des divinités, avec une sensualité qui est toute nouvelle. Et inversement, si vous regardez aussi la Galatée, le triomphe de Galatée, donc cette fresque de la Villa Farnesina, vous voyez une divinité, mais qui est un personnage de la mythologie, mais pleine de dévotion. Donc
il met de la spiritualité dans le paganisme et il met voilà, quelque chose de très sensuel, de très... il mélange un peu les deux. Et c'est ce qu'il aimait faire aussi, hein, parce que Raphaël, c'est vraiment le peintre de la conciliation. Donc, mais ça dérangeait aussi des groupes religieux un peu plus rigoristes. Et ces images-là commençaient à choquer. Donc ce sont deux personnages qui se ressemblent beaucoup, aussi bien par leur performance, hein, le fait qu'ils soient doués dans ce qu'ils entreprennent, et leur relation amoureuse qui n'était pas tout à fait convenable. Et les liens entre Agostino Chigi et Raphaël, on les voit donc dès Vasari, on les voit par des anecdotes, on les voit par la confidence que chacun a de leur histoire d'amour respective, puisque Vasari raconte que quand Agostino Chigi commande la décoration de la loge de Psyché à Raphaël, Raphaël fait traîner un peu la commande. Il a du mal à terminer, ça prend du temps, trop de temps. Et donc, Agostino Chigi demande pourquoi Raphaël a du mal à finir cette commande. Mais parce qu'il est trop accaparé par sa maîtresse. Donc, la supposée Margherita Luti. Alors, il décide de faire venir Margherita Luti à la villa de façon à ce que Raphaël termine plus vite sa décoration. Bon, ça, c'est l'anecdote de Vasari, à laquelle on ne croit pas beaucoup, parce que plus probablement, si Raphaël a du mal à achever la commande, c'est parce qu'il est surchargé en fait, de travail, de commandes. Il travaille partout. Il travaille au Vatican, il a des commandes architecturales, il a des commandes de toutes sortes, des retables, les portraits, les décorations pour le cardinal, etc. Donc, on comprend que voilà, la commande tarde à être achevée parce qu'il a beaucoup trop de travail. Mais ça nous indique que Agostino Chigi était certainement dans la confidence de cette relation donc avec Margherita Luti, tout comme Raphaël était dans la confidence de sa relation avec Francesca Orliaschi, puisqu'il peint la loge de Psyché et il sait qu'il a peint en vue de la préparation donc, du mariage d'Agostino Chigi et de Francesca. Donc voilà, le rapport d'amitié, oui. Entre les deux hommes. Alors, pour le tableau, oui. La Fornarina, elle est peinte à la façon des Belledonne de Venise. Oui. Et ça ne se peignait pas du tout à Rome. Oui. Est-ce qu'on peut parler justement de ce style? Est-ce que représente justement les courtisanes? Pourquoi est-ce que Francesca aurait souhaité se mettre dans la position et l'attitude d'une courtisane? On sait très peu de choses, il y a très peu de choses sur Francesca Orliaschi. Ce qu'on sait, c'est qu'elle est vénitienne. Et Agostino Chigi, donc le roman commence en 1511 à Venise, parce que Agostino Chigi est envoyé par le pape Jules II pour des négociations très importantes, diplomatiques, économiques, avec le Doge. Donc il va rester un certain nombre de mois à Venise. Et c'est là qu'il va rencontrer Francesca. Et Francesca, donc, on sait qu'elle est vénitienne, on sait qu'elle est fille d'un marchand, d'un épicier. Et dans le roman, donc, je me suis amusée à la faire donc, fille d'un épicier, mais un épicier spécialisé dans la vente des couleurs, un vendecolori, un vendeur de couleurs. À Rialto, dans ce grand marché de Venise, on vend de tout et on vend aussi donc, des couleurs, des pierres, des végétaux, etc. Venise, c'est la cité marchande la plus puissante d'Italie, c'est aussi la cité des courtisanes et c'est la cité des couleurs. Pourquoi? Parce que c'est un carrefour donc, entre l'Occident et l'Orient. Beaucoup de marchandises transitent par Venise, dont des fameuses pierres, comme par exemple le lapis lazuli, qui va donner ce bleu qu'on utilise beaucoup en peinture, qu'on utilise beaucoup à Venise. Et j'ai imaginé qu'Agostino Chigi, qui en tant que marchand banquier ne pouvait pas ne pas aller donc, dans ce marché à Rialto et découvrir ces marchands, il est en train à ce moment-là de repérer des artistes pour la décoration de sa villa à Rome. Et il est à la recherche de couleurs, d'un genre nouveau, voilà, de peintre à l'esprit un peu innovant. Donc j'ai imaginé qu'il se baladait donc, au marché
et qu'il fait la rencontre de ce vendeur de couleurs et donc aussi de sa fille. Donc Francesca fait partie de cet univers de peintre, mais elle est en arrière-plan bien sûr. Elle observe depuis sa place, qui est toujours la place d'une femme, donc à l'époque derrière quelque chose, donc derrière le comptoir, derrière son père, derrière son futur époux, mais elle observe quand même et elle est fascinée par la création de ces images et par ce que sont en train de peindre des peintres de Venise à cette époque-là, sont en train de élaborer un nouveau genre de portrait féminin, les portraits des belle donne. Et ces belle donne, et donc les recherches sont encore en train d'étudier ces portraits pour savoir qui posait pour ces portraits. Alors, souvent, qui pose pour les peintres, c'est leur épouse ou leur maîtresse, parfois des domestiques, et des courtisanes. Les courtisanes à Venise sont les femmes qui ont le plus de liberté, qui peuvent se permettre de sortir seules dans la cité, qui peuvent s'exprimer aussi, qui ont le droit de s'exprimer publiquement, qui ont le droit de regarder un homme dans les yeux, qui ont le droit donc de faire tout un tas de choses toutes seules, qui n'est pas donc des choses qui ne sont pas autorisées aux autres femmes. Et justement, elles sont femmes. Et les autres Vénitiennes sont plutôt filles, épouses et mères. Elles ne retrouvent pas leur place de femme dans la société. Donc Francesca, qui est sur le point aussi d'être mariée, parce que c'est l'aînée des filles de sa famille, et que selon la loi vénitienne, l'aînée va pouvoir être donnée en mariage, et puis les autres filles iront au couvent, donc c'est son devoir d'épouser un homme, évidemment qu'elle n'aura pas choisi. Et elle observe donc ces courtisanes, elle observe ces portraits, et elle est fascinée en fait de voir le travail des peintres et de voir comment une image peut devenir un reflet plus authentique, plus vrai d'une personne plutôt que sa réelle existence. Et donc, elle va vouloir s'intéresser à ce monde-là et elle va vouloir poser, elle aussi, en cachette, bien sûr, pour des peintres vénitiens. Et voilà, je ne sais pas si... Si tu peux dévoiler un peu. On peut dévoiler un peu, oui, parce que ces femmes licencieuses, finalement, elles étaient très observées et un petit peu jalousées aussi oui. par les femmes, oui. Oui. Les mères, les épouses. Oui. Mais c'est un genre qui ne se faisait qu'à Venise et qui ne se faisait pas à Rome. Qui est né à Venise. Qui est né à Venise. Mais le genre du portrait féminin, donc des belle donne, c'est-à-dire ce sont des portraits où on voit des femmes dévêtues ou sur le point de l'être, c'est-à-dire c'est très sensuel parce qu'on sent que le corsage ou le manteau qu'elle porte va bientôt tomber, donc on sent toute cette sensualité qui laisse découvrir le corps, qui n'est pas encore totalement nu, mais c'est l'instant en fait du déshabillement. Donc le genre né à Venise avec Giorgione, qui est un des premiers à peindre de cette façon-là. Mais vous savez, les peintres s'observent aussi beaucoup. Les carnets de croquis circulent beaucoup, eux-mêmes circulent aussi beaucoup. Et Raphaël observait beaucoup Giorgione, Tiziano observait beaucoup Raphaël, et Tiziano a beaucoup travaillé sur ce genre des belle donne. Tiziano se nourrit beaucoup de la Fornarina aussi pour ses propres tableaux. Et donc il y a vraiment cet échange-là entre ce qui va se passer dans la peinture de Raphaël, dans ce portrait, et ce qui va se passer aussi à Venise. Et le modèle de la Fornarina est quelque part aussi très vénitien pour ces raisons-là. La Fornarina est peinte à Rome et on la voit très romaine parce qu'elle a ce regard donc très frontal, très direct et provoquant. Elle a aussi toute cette dimension qui rappelle la statuaire avec cette peau. Si vous allez la voir au Palazzo Barberini, donc il y a ce fond sombre mais qui est quand même éclatant
et sa peau blanche, presque marmoréenne, donc ressort. Elle est très très réaliste, ça c'est la performance de Raphaël hein, pour ce portrait. C'est vraiment ce travail qu'il fait sur la peau et puis ce regard qui est nouveau, qui est très provoquant. Et je ne sais plus ce que j'allais dire. Il n'a pas été achevé. Oui, il n'a pas été achevé et donc oui, elle est à la fois romaine et vénitienne parce qu'elle reprend les codes des Belle Donne et à la fois elle est coiffée aussi à la romaine avec ce turban. Donc voilà, il y a vraiment un mélange des deux. Et Raphaël s'amuse donc à brouiller les pistes dans ce portrait parce qu'on retrouve les codes du tableau nuptial, mais ça ne peut pas être un tableau nuptial parce qu'elle ne respecte rien des codes de pudeur. Une jeune épouse ne regarderait pas de manière aussi provocante. Elle est très séductrice, la Fornarina. Mais ça ne peut pas non plus être une courtisane puisqu'elle a une alliance. Et puis on est bien dans le thème du mariage puisque avec les bijoux nous renseignent bien, nous disent bien qu'il s'agit d'une femme mariée. Donc voilà, tout est mélangé. Elle est épouse, courtisane, maîtresse, on ne sait plus très bien. Et donc, le tableau n'est pas achevé comme une série, donc toute une série de commandes, parce que Raphaël meurt brutalement donc cette nuit-là, donc du 6 avril 1520. Et puis surtout, on ne sait pas ce que devient le tableau pendant presque un siècle. C'est-à-dire qu'après la mort de Raphaël, il disparaît. Et il ne réapparaît qu'en 1595 dans les collections d'une riche romaine. Et là, le tableau est redécouvert et il n'est plus que le portrait d'une femme nue. C'est tout. Le modèle n'est pas identifié. Et puis petit à petit, surtout au XVIIIe siècle, XIXe, on va ajouter des éléments qui vont permettre de construire cette légende de la maîtresse de Raphaël, de la Fornarina, et surtout alimenter ce mythe du peintre et de sa muse qui a nourri la production de quantité de peintres au XIXe siècle où on a beaucoup représenté Raphaël avec sa maîtresse. Donc on le voit en peinture, mais il y a aussi des romans, des films, même des comédies musicales donc qui racontent cette histoire d'amour passionné du peintre pour sa muse. Et aujourd'hui, il est très difficile de voir le modèle de la Fornarina autrement que comme Margherita Luti, parce qu'on a tellement produit et on aime tellement cette image hein, du peintre amoureux, l'image romantique en fait de Raphaël, amoureux de sa maîtresse, que toutes les autres hypothèses d'identification ont du mal à exister à côté de Margherita Luti. Mais moi, j'ai ma propre hypothèse d'identification, donc vous avez compris, à Francesca Ordiaschi, mais je ne suis pas la seule, bien sûr, à avoir développé une autre hypothèse d'identification. Et voilà, disons qu'il me semble que l'hypothèse d'identification à Francesca explique beaucoup de choses du portrait et beaucoup de mystères donc, qui sont autour de ce portrait, parce que pourquoi le tableau a disparu, qui est-elle vraiment, pourquoi Raphaël mélange tous les codes, pourquoi c'est un tableau nuptial mais qui est inconvenant, qui est provoquant, donc ça ne convient pas. Et il me semble que l'hypothèse de Francesca résout beaucoup de problèmes, voilà, répond à beaucoup de questions. Ça voudrait dire que c'est Francesca qui a passé commande directement à Raphaël, oui. Peut-être dans le but de l'offrir à son futur époux. C'est ce que j'imagine dans le roman, parce que ces portraits de Belle Donne, et on suppose aussi que certains de ces portraits ont été commandés directement par des courtisanes pour promouvoir un peu leur image, voilà, de grandes courtisanes, leur beauté, à la gloire de leur beauté, voilà. Et donc, comme Francesca est vénitienne et qu'elle a connaissance de tout ça, j'ai imaginé qu'elle pouvait, à travers ce souhait qu'elle formule à Raphaël, qui est son confident aussi, qui est son ami tout autant qu'il est l'ami d'Agostino Chigi, j'ai imaginé qu'elle pouvait lui demander d'exécuter ce portrait pour pouvoir exister, en fait, pour pouvoir dire qui elle est, pour pouvoir raconter son histoire, pour pouvoir trouver sa place et pour pouvoir dire son besoin d'exister en tant que femme.
et dire son besoin d'être non seulement une épouse, mais une épouse amoureuse. Et c'est peut-être en ça que le portrait de Raphaël est vraiment moderne. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un tableau nuptial traditionnel où la jeune épouse est presque, je ne vais pas dire effacée, mais qui répond à toute une série de codes, voilà, qu'on trouve dans ces portraits, alors que celui-ci n'y répond pas, et où on voit simplement le désir d'une femme pour un homme, donc pour celui qu'elle aime. Et ça, c'était très choquant et inédit d'abord dans la peinture de Raphaël, et puis inédit tout court. Après la Fornarina, on va retrouver donc dans la production donc italienne, mais même en dehors de l'Italie, de jeunes femmes qui seront beaucoup plus dévêtues, avec un regard beaucoup plus séducteur, mais avant, on ne le trouve pas, ou très peu, et ce qu'on voit naît vraiment à Venise. Peut-être un mot sur la fin de tous la fin tragique. La fin tragique de tous ces protagonistes. Oui. Peut-être que, voilà, parce qu'ils sont liés finalement, oui. Francesca avec Raphaël et Agostino Et ils sont liés Chigi. aussi dans la mort. C'est-à-dire que, donc là, je ne dévoile pas le secret puisque je commence par la fin, donc comme je disais tout à l'heure, et je commence par la disparition du tableau. Et pourquoi le tableau disparaît? Parce que Raphaël meurt le 6 avril 1520, Agostino Chigi meurt le 10 avril 1520, probablement de la même cause. C'est grâce au journal d'un Vénitien, donc Marc-Antonio Michel, qui fait un tour de l'Italie et qui est à Rome à ce moment-là, et il tient un journal, donc il raconte tout ce qu'il voit, tout ce qu'il fait. Et donc il raconte que ce jour-là, Raphaël et Agostino Chigi et un autre cardinal ont déjeuné ensemble après la procession donc, qui se déroulait au Colisée, et qu'après ce déjeuner, Raphaël et Agostino Chigi et le cardinal Rangone, tombent malades. Le soir même, Raphaël meurt. 4 jours après, Agostino Chigi meurt. Le cardinal, lui, s'en sort mieux, donc il est malade, mais il va mourir un peu plus tard, des années plus tard. Donc ça aussi, dans mes recherches, c'était curieux d'observer ça. Ils sont morts d'une même cause. Donc, pourquoi évidemment, l'hypothèse de l'empoisonnement se présente inévitablement, mais n'est pas prouvée. Donc, c'est très bien pour la romancière parce qu'on peut imaginer... voilà. Donc, la mort de Raphaël, la mort d'Agostino Chigi et la mort de Francesca. Quand Agostino Chigi meurt, elle est enceinte de son 5e enfant. Et on attend qu'elle mette au monde l'enfant donc pour l'empoisonner. Et ça, c'est aussi une chose, donc c'est historique, c'est une source historique, donc c'est Marino Sanudo qui nous l'apprend. Il écrit lui aussi dans son journal que l'épouse d'Agostino Chigi est stata tossicata, donc empoisonnée, intoxiquée. Donc, toutes ces morts-là sont très rapprochées, sont assez curieuses, et si on ajoute à ça la disparition du portrait, voilà, on peut en tirer un bon roman. Exactement. Mais pourquoi aurait-il été intoxiqué? Enfin, pourquoi aurait-il été... Oui, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était 2 personnalités très fortes et très gênantes. Agostino Chigi et Raphaël avaient quand même beaucoup d'ennemis. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est aussi le contexte, commence à apparaître la menace luthérienne, les groupes religieux rigoristes des voix commencent à s'élever contre la politique du mécénat, des papes, toutes les mondanités, ces dépenses d'argent. Les images que commence à peindre Raphaël à Rome commencent aussi à être gênantes. Et bon, quant à Agostino Chigi, lui, il avait beaucoup d'ennemis en tant que marchand banquier parce qu'il ne laissait la place à personne. Donc, vous voyez, le climat va changer. Après la mort de Léon X, et il va y avoir, donc après le sac de Rome, très rapidement, et Rome va vraiment basculer dans une autre ère. Ce qui sera permis sous le pontificat de Jules II et de Léon X,
qui étaient des papes humanistes, ne le sera plus après. Donc toute cette création-là, cette façon de vivre, ce retour donc aux images, aux philosophies de l'Antiquité, vont être... voilà, tout ça était très moderne à l'époque, très neuf et très aussi dérangeant. Voilà peut-être pourquoi il fallait écarter... et puis le mariage aussi, le mariage d'Agostino Chigi et de Francesca n'a évidemment pas plu. C'est très offensant. C'est un mariage aussi qui est célébré par le pape Léon X. Donc c'est très choquant pour tout le monde, hein, pour l'élite romaine, même pour la curie. Mais Léon X a besoin, de réguler, de régulariser la situation d'Agostino Chigi, parce que Agostino Chigi, c'est un de ses plus grands financiers. Il a besoin de lui, il a besoin de la banque Chigi, il a besoin de ses ressources financières. Et tout ce qui se passe autour de lui devient gênant. Donc voilà, il accepte que cette relation soit officialisée, mais elle n'est toujours pas acceptée. Et puis c'était l'époque des poisons. Ah oui, oui, c'est une pratique très courante hein, à la Renaissance, l'empoisonnement. Donc on peut y croire. On peut y croire. Elle aussi a été empoisonnée, en fait. Elle aussi. Francesca. Oui, avec oui, son oui. 5e enfant. Oui. C'est ça. Oui, oui, oui. Donc, et alors le tableau a disparu. Il alors, réapparaît. Le tableau a disparu, ouais. oui. Et alors on peut imaginer qu'il avait aussi dans son atelier des apprentis, voilà, qui pouvaient aussi travailler, qui travaillaient avec lui sur les tableaux, et qu'ils auraient pu continuer à travailler sur la Fornarina ou pas? Quand Raphaël meurt, l'atelier, Raphaël avait un atelier immense à ce moment-là. Il a beaucoup d'assistants, beaucoup d'élèves, évidemment, puisqu'il a énormément de chantiers en cours, donc il ne peut pas assurer toutes ses charges tout seul. Donc il a un atelier très productif. Et quand Raphaël meurt brutalement, l'atelier est complètement désemparé parce qu'ils sont surchargés de commandes, le maître n'est plus là. Et donc ils se mettent à terminer toutes les commandes en cours. Et on sait, donc grâce aujourd'hui aux techniques, donc aux radiographies qui ont été faites donc, du portrait, qu'il y a certains éléments du tableau qui ont été peints par probablement Giulio Romano, qui est son premier assistant, le plus grand élève de Raphaël, dont probablement le bracelet qu'elle porte, alors je vous le remontre, sur le bras. La signature. Hein. Voilà. Où donc Raphaël aurait signé. Donc si vous voyez une reproduction donc, du tableau, vous verrez que sur ce bracelet, il est inscrit en lettres d'or Raphaël Urbines. Donc Raphaël aurait signé sur ce détail-là. Et les historiens de l'art se sont beaucoup appuyés sur ce détail-là pour justifier l'hypothèse d'identification à Margherita Luti, parce que ça signifiait d'une certaine manière que Raphaël disait qu'il s'agissait de sa maîtresse en mettant donc son nom sur le bras de la jeune femme. Mais comme cet élément est sans doute peint après, on ne sait pas très bien si c'est Raphaël qui signe ou pas, et il est fort probable que ce soit les élèves de l'atelier qui signent l'œuvre du maître Raphaël pour dire qu'il s'agit de Raphaël, comme ils ont pu le faire aussi sur d'autres commandes, donc où ils ont achevé les œuvres de Raphaël, qui d'ailleurs à cette époque-là ne peignait presque plus, parce qu'il était investi surtout dans les projets d'architecture, dans la conception en fait des décorations de grands chantiers, comme par exemple à la Farnesina, mais aussi au Vatican. Et c'était les élèves, les assistants qui exécutaient, qui peignaient pour lui. Donc il est fort probable que voilà, Giulio Romano ait participé à la réalisation du portrait. Donc le secret reste entier, presque. Oui. Et le secret, donc le titre du roman, le secret de la Fornarina, évidemment, évoque le problème d'identification du modèle, mais c'est surtout un secret qui est lié à la condition de la femme à l'époque. Et c'est vraiment là, en fait, qu'il faut comprendre cette notion de secret et ce qu'elle a envie de nous dire de sa vie, de sa condition de femme et de ce qu'elle a traversé et de son histoire d'amour avec Agostino Chigi. Voilà. Mais
Mais si j'ai bien compris, la condition de la femme était assez différente à Venise et à Rome. Alors tout est codifié, il y a beaucoup de lois qui sont différentes à Rome ou à Venise, notamment aussi pour des codes aussi qui dictent la façon de s'habiller, par exemple. Bon. Mais de manière générale, la condition féminine, bon, on sait très bien que, par exemple, à l'époque, le mariage, ce n'est pas forcément une question d'amour. C'est plutôt un contrat entre deux familles qui vont faire alliance pour des besoins économiques ou politiques, pour servir aussi à la cité. Donc, voilà, la place de la femme à cette époque-là se résume un peu à ça. C'est-à-dire que c'est surtout un mariage qui doit être fait pour servir les affaires, pour servir la famille, pour des négociations politiques ou économiques. Et est-ce qu'il n'y avait pas d'autres portraits? Parce que finalement, tout ce temps passé, elle avait eu le temps d'avoir 5 enfants, le mariage était bon. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres portraits d'elle, donc de l'épouse, et également d'autres portraits de la maîtresse, oui. Sur lesquels on aurait pu quand même comparer un peu oui. le visage et dire c'est elle ou ce n'est oui. pas elle? Alors, justement, alors en ce qui concerne Francesca, il n'y en a pas. Il n'y a pas de portrait officiel de l'épouse d'Agostino Chigi. Il y a quelques portraits d'Agostino Chigi, mais ils ne sont pas peints par Raphaël. Bon, ça, je trouve ça curieux. Il n'y a pas de portrait du couple comme ça? Non, on n'en a pas trouvé. Ouais. Après, c'est logique aussi avec leur histoire. Hein. C'est-à-dire qu'après la mort d'Agostino Chigi, tout va très mal se passer. Donc, c'est possible aussi qu'on essayait de faire disparaître leur image, voilà, tout ce qui pouvait rappeler un peu leur existence. Il n'y a pas de portrait officiel de Francesca. En revanche, pour Margherita Luti, si on observe la peinture de Raphaël, on se rend compte, c'est vrai, qu'il y a un visage récurrent, donc qui revient dans certaines œuvres de Raphaël. Si on lit Vasari, Vasari est le premier à mentionner la maîtresse de Raphaël sans donner son nom, sans évoquer son identité. Il dit juste que Raphaël était très amoureux d'une de ses maîtresses et qu'il aurait peint son portrait, mais il ne parle pas de la Fornarina. Il parle de la Donna Velata. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, ce portrait. C'est le portrait d'une jeune femme avec une robe somptueuse, dorée, argentée, magnifique. D'ailleurs, qui rappelle aussi la peinture de Tiziano, parce qu'elle a une très belle manche. Et Tiziano aussi peignait le tissu d'une manière spectaculaire, donc extraordinaire. Et on voit là aussi les échanges entre Venise et Raphaël dans l'observation des tableaux, parce que cette Donna Velata, elle rappelle un portrait donc aussi peint par Tiziano. Bon, bref, donc c'est pour faire des ponts encore avec la peinture, avec Venise. Si donc vous observez cette Donna Velata, vous verrez qu'il y a de fortes similitudes physionomiques avec la Fornarina. Mais en même temps, elles sont très différentes. Elles ne sont pas peintes du tout de la même manière. Et il y a certains tableaux où Raphaël, où on voit qu'il a pris pour modèle cette même personne. Il y a certains tableaux où on voit la jeune femme peinte comme la Donna Velata, qui ressemble à la Donna Velata, et dans certains autres tableaux, elle ressemble plus au modèle de la Fornarina. Donc, on ne sait pas s'il a fait poser Margherita, on ne sait pas si c'était une image, un idéal de beauté qui n'existait que dans son esprit, en fait. On ne sait pas tout ça. Mais dans le roman, je me suis évidemment amusée avec ces éléments. Et Francesca et Margherita se ressemblent beaucoup dans leurs conditions sociales, mais aussi physiquement, pourquoi pas. Voilà. Donc ça. Donc ça oui. trouble un peu. Voilà.